Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE Survivor Series War Games 2024, qui s'est tenue la nuit dernière. Alors pas beaucoup de matchs, 5, bon, classique on va dire, mais quand même pas mal de choses à dire, forcément, avec les deux matchs phares qui sont longs, qui prennent du temps. Et d'ailleurs, voilà, moi je fais ma review finalement assez tard. D'habitude, j'arrive à la faire un peu plus tôt, bon, mais finalement, le temps de revoir tout ça. Eh ben oui, finalement, je fais ma review tard. Donc, on va revenir là-dessus dans le détail. Je vais procéder comme d'habitude, si vous êtes des habitués, vous le savez. Je vais d'abord présenter le poster avec la note globale du show, un premier commentaire général, et après je rentrerai plus dans le détail de chacun des matchs. Voilà, donc déjà, je vais vous présenter le poster avec la note globale. Voici le poster. 3 étoiles donc pour cette édition des Survivor Series. Une note assez moyenne, donc, surtout pour un pay-per-view du Big Four. Un show largement plombé par son entame, avec ce War Games féminin en grande partie raté, et qui a plombé l'ambiance, suivi d'un match US assez terne, malgré le shocking moment de la victoire de Nakamura. Le triple threat pour le titre intercontinental aurait été le meilleur match de ce show, et aura permis enfin à ce show donc de décoller quelque peu, avant de retomber aussitôt avec un Gunther contre Priest honnête, je dirais, mais avec une fin assez frustrante. On finit avec un solide Wargames masculin qui permettra au moins de ne pas finir ce show sur une mauvaise note. Le tout sur un feel-good moment et une intrigue qui continue autour de la fameuse faveur demandée par Voldemort à Paul Heyman. Enfin, et c'est plus une réflexion générale qui fait écho au titre de ma vignette, savoir les limites de l'exercice. J'ai vraiment trouvé que les Wargames, et là cette année je trouve que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, j'ai envie de dire, que les Wargames en fait trouvent là leurs limites et qu'il est, je pense, grand temps de renouer avec sa bonne vieille formule initiale qui a fait son succès, à savoir celle des matchs par équipe à élimination, car faire deux Wargames tous les ans au même moment, ça casse l'aura de la stipulation en elle-même. On l'aura encore vu ici avec les filles. On pourrait par exemple rendre le Wargames éliminatoire en faisant alors un match hybride entre la stipu actuelle et la vieille formule de l'époque que beaucoup de fans d'ailleurs réclament. Ou tout simplement faire revenir les Wargames uniquement lorsque le besoin s'en fait sentir, l'image du dernier Hell in a Cell. En finir avec les pay-per-view à stipulation éponyme, qui forcent plus les choses qu'autre chose. En finir avec ces éternelles pertes de temps là, des catcheurs allant trifouiller sous le ring en perdant un temps fou à trouver l'armidoine, cassant très rapidement le rythme du match. En finir même avec l'idée selon laquelle le match doit attendre que tout le monde soit dans le ring avant de démarrer officiellement, rendant alors toute tentative de pin ou de soumission inutile pendant au moins une demi-heure, ce qui est contraire, je pense, à ce que le catch est censé être à la base. De même, pourquoi ne pas déjà mettre les armes dans la cage dès le départ, avant même le début du match. Là aussi, cela permettrait de gagner un temps fou et éviter donc ces spots entre guillemets supermarchés inutiles. C'est une expression d'ailleurs que je vais utiliser plusieurs fois dans cette review. Mais voilà, ça me sort vraiment par les yeux à chaque Wargames que je vois. Et là, ça m'a vraiment énervé hier, notamment dans le Wargames féminin. Bref, il est peut-être temps de changer les choses en ce sens et de repenser cette stipulation qui nous a fait rêver du temps des takeovers, mais qui, lorsqu'ils ont été amenés dans le main roster il y a 2 ans, ont vite trouvé leurs limites. Donc maintenant, voilà, ça c'était un peu pour la vie globale, et donc sur cette proposition, on va dire, de changement, un peu de révolution en termes au niveau des Wargames de cette stipulation, on va maintenant aller je vais présenter le graphique avec les notes de chacun des matchs, et je vais rentrer dans le détail juste après. Voici le graphique. Donc l'opener, le Wargames féminin, avec 2 étoiles 1 quart seulement, c'est le pire match de la soirée. LA Knight contre Nakamura, 2 étoiles 75. Braun Breaker contre Sheamus contre Kaiser, 4 étoiles. Le meilleur match de la soirée à mon sens. Damien Priest contre Gunther, 3,5. Et enfin le main event, le Wargames masculin, 3 étoiles 75. Voilà, on va commencer donc dans l'ordre. On va commencer donc par le Wargames féminin, 2 étoiles 25 seulement pour la note. Alors donc à noter que finalement donc c'est bien Bayley qui était la 5e membre, c'était le choix on va dire le plus logique au vu de ce qu'on a vu la semaine dernière en weekly, mais pas de surprise en tout cas. Charlotte Flair, comme je l'avais évoqué dans ma précédente vidéo. Cela étant, bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas la responsable de l'attaque sur Jade Cargill. Bon, pour ça, il faudra attendre un peu avant de le savoir.
Bayley, donc, effectivement, est intervenu pour permettre à Belair de remporter le match de l'avantage contre Jax à Raw, ce qui va plier alors pour de bon l'affaire quant à l'identité de la remplaçante de Cara Gill au Wargames. Joli masque, protecteur pour Rhea, que j'ai bien aimé son design en tout cas. Une team heel qui, contrairement à la team face, avait au moins le mérite d'être assortie au niveau des couleurs, à savoir le noir et le blanc, comme le signe que les heels abordaient ce match avec vraiment de l'unité, contrairement aux face. Le match va démarrer entre Jax et Bayley, et on comprendra très vite que ce fut une terrible erreur, bien qu'on puisse comprendre l'intérêt d'un point de vue storytelling, Jax étant celle qui a pris le titre à Bayley, justement. Tout de suite, là, je me dis qu'on aurait mieux fait de lancer ce match que le match avec un Io Sky et Tiffany Stratton, par exemple, ou bien Io Sky et Candice LeRae, car on est déjà climatisé dès les premières minutes du match. Bayley et Jax n'arrivent pas à accorder leur violon, c'est déjà approximatif, ça danse le tango, là, ça va dans le vide, ça patauge dans la smoule, et l'on sent déjà que ce match va sembler bien long pour nous. Bon anniversaire quand même à Naomi au passage, qui était venue avec son petit chapeau pointu pour l'occasion. Le premier moment que j'aurais aimé dans ce match ne se passe même pas dans le ring, c'est lorsque Candice grille la politesse à Stratton pour entrer dans le match. Pour le coup, c'est parfait et ça permet de continuer à écrire l'histoire d'une Candice qui joue les faillottes envers Jax afin de susciter la jalousie et la frustration de Stratton et donc aussi des fans par la même occasion. C'est aussi à partir de là que l'on va voir le spot traditionnel des Wargames que je ne peux plus supporter et dont je parlais tout à l'heure, tellement donc c'est ridicule. C'est lorsque chaque entrant, donc, ou presque, ira d'abord voir sous le ring pour récupérer une ou plusieurs armes avant même d'entrer dans la cage, et la plupart du temps, en ne trouvant pas ce qu'ils recherchent la première fois, les obligeant donc à aller changer de côté pour trouver leur bonheur. C'est nul, c'est ridicule, ça perd du temps et ça casse surtout l'action, car la caméra s'attarde alors sur l'extérieur du ring sans qu'on ne voit précisément ce qu'il se passe à l'intérieur. Du coup, pour éviter qu'on ne perde une miette de l'action, le temps suspendu, là, comme par magie, lorsque le nouvel entrant est en train de farfouiller sous le ring. Et tout à coup, lorsque le catcheur pénètre dans le ring, Triple H appuie là à nouveau sur le bouton lecture de sa télécommande afin de reprendre le match et ranimer ses performeurs. Ma suspension consentie d'incrédulité est mise bien trop souvent à rude épreuve là, lorsqu'il s'agit des Wargames, et c'est bien ça le problème. Le spot où Belair lance la chaise à Jax pour ensuite porter un dropkick dessus afin de repousser Jax dans le coin était mollasson et sans impact, ce qui ne donne à aucun moment l'impression que Jax a reçu la moindre offense. J'avais constaté que Stratton était arrivé sans sa mallette, me disant alors que potentiellement celle-ci serait déjà sous le ring. Et en tout cas, l'entrée de Tiffany va au moins permettre de nous réveiller un peu avec 2-3 moves flashy et bien exécutés. Elle collabore d'ailleurs tout de suite très bien avec Nia Jax, avec plusieurs combinaisons sympas, comme pour montrer à Candice, un peu à distance, que c'est elle que Jax préfère et non Candice. Sky arrive et évidemment se trompe, elle aussi, de côté, en ne trouvant pas la poubelle qu'elle souhaite, alors qu'elle se situait juste à l'opposé. Donc je ne sais même pas comment elle peut se tromper. Et évidemment, on se voit déjà revivre son spot poubelle d'il y a quelques années de cela, et l'on pourrait aussi voir un symbole lorsqu'elle grimpe la cage avec sa poubelle sur le dos, là, comme pour rappeler que Noël approche et que la mère Noël est là, avec sa hotte sur le dos, pour distribuer les pains. Un gros spot vite avorté d'ailleurs par Candice, il faudra donc patienter avant d'avoir ce que tout le monde attendait, quoi. Le duel flashy entre Stratton et Sky m'a redonné le sourire, même s'il fut court. En tout cas, ce court moment m'a donné envie de voir ce match, et l'on verra que ces deux-là se retrouveront plus tard pour un duel à distance en haute altitude, comme dirait George Eddy, me faisant encore plus regretter le fait de ne pas avoir ouvert le match avec ces deux-là. Mais je peux comprendre qu'avec ce qu'ils ont raconté entre Candice, Jax et Stratton, ils ne pouvaient pas faire entrer Stratton en première position. Idem pour Candice. Une bonne décision scénaristique, certes, mais qui se fait malheureusement au détriment de la qualité in ring. Raquel, pour sa part, ne déroge pas à la règle, perdant un temps fou pour trouver une arme qu'elle n'arrive d'ailleurs même pas à trouver au final, rendant cette séquence supermarché encore plus ridicule. Le public est quand même globalement mou, et j'étais aussi comme eux, le spectacle proposé ne permettant pas d'être dans une autre posture. Les deux powerhouse heel, Raquel et Jax, combinent ensemble, ce qui n'aide pas à nous réveiller, vu que les faces sont en difficulté, et que la hit, forcément, prend alors toute sa place. On attend alors l'entrée de Rhea pour enfin espérer nous réveiller. Elle entrera d'ailleurs bien en dernière position de son équipe, comme je l'avais supposé dans mes pronos, ce qui est une bonne décision à la fois scénaristique, mais aussi d'un point de vue, j'irais santé, au vu de sa blessure. Rhea, au moins, ira tout de suite prendre la table qui était déjà à l'extérieur et ne perdra pas de temps à trifouiller le ring, ça fait plaisir.
La lunette DVC était aussi de sortie, ça tombe bien car j'avais bien besoin d'aller aux toilettes à ce moment précis du match, juste avant que le match démarre officiellement d'ailleurs, avec l'entrée de Liv Morgan. Je reviens des toilettes et là, je vois Rhea seule femme debout là, attendant Morgan avec impatience. Morgan n'emmène pas large, hein, j'étais pas loin de voir ce que j'avais envisagé dans mes pronos d'ailleurs, à savoir que Rhea irait aller chercher Morgan jusque dans sa cage pour aller l'en sortir. Finalement, Morgan s'en va et revient avec une batte, voilà, ce qui rappelle évidemment l'attaque que Rhea avait subie à NXT dans le parking, le plus dangereux du monde du catch, faut-il le rappeler, où effectivement on avait vu Raquel et Liv donc avait aussi une batte à ce moment-là. C'est là que je me dis à nouveau que le War Games pose vraiment problème donc dans sa stipulation, comme je le disais en intro, sachant que l'on vient de subir une demi-heure de purge et que seulement à ce moment-là, la cloche sonne enfin pour lancer le début officiel de ce match. Je me dis que je suis vraiment taré d'avoir été aussi patient, de subir un tel châtiment avant de pouvoir peut-être enfin accéder à quelques minutes de bonheur. Heureusement qu'il n'était même pas 1h du matin à ce moment-là d'ailleurs. Rhea retire alors son masque, ça m'a surpris. Ce qui finalement est rassurant par rapport à son état. C'est d'ailleurs enfin lorsque la cloche va sonner que les meufs se décident enfin à sortir leur panoplie de moves pour un mini feu d'artifice. Ça y est, je retrouve enfin le sourire car l'ensemble était chouette, bien exécuté, plutôt spectaculaire. Le moment phare du match arrive alors juste après avec un duo, le duo Stratton et Sky, un côté Stratton, un côté Sky complètement à l'opposé, et donc Sky avec sa poubelle sur la tête pour un double dive, pas très synchro, mais bon, c'est quand même en même temps difficile d'être synchro avec une Sky totalement aveuglée sur le moment. Swanton Bomb pour Tiffany et donc Moonsault pour Sky avec la poubelle. Le public réagit bien évidemment et c'est normal. Holy shit, holy shit, holy shit. Stratton farfouille alors dans la poubelle, ressort plusieurs éléments et sort alors sa mallette. Elle était donc bien cachée depuis le départ. Le spot est plutôt original et évidemment Jax et Morgan sont allongés au sol juste face à elle, évidemment. Il n'y a plus qu'à se servir en quelque sorte. Raquel n'apprécie pas ça et Io Sky à ce moment-là, intelligemment, elle profite de ce moment-là pour utiliser l'extincteur qui n'avait pour l'instant pas encore été utilisé et provoquer un immense écran de fumée, ce qui permet en même temps à Rhea de menotter Raquel aux cordes. Très bon travail d'équipe sur ce coup-là que je n'avais même pas vu en live d'ailleurs. Jax va porter un leg drop à Bianca. Bayley et Io vont faire le save en même temps, provoquant alors un regard lourd en storytelling entre Bayley et Io qui va les déconcentrer et permettre à Jax de les cordalinger toutes les deux. Jax subira une double powerbomb de la part de Naomi et de Bianca sur la table, ce qui permettra d'annihiler, si je puis dire, Jax définitivement, ce qui fut bien plus crédible d'ailleurs qu'avec Fatou plus tard, on y reviendra. Morgan fera une jolie passe décisive à Raquel en lui glissant une chaise avec le pied. Raquel, bien que menottée, la placera sur Bayley, permettant alors à Liv de finir le boulot, on va dire, avec un Oblivion sur la chaise. Elle fait le tomber, sauf que Rhea arrive derrière pour tenter un Riptide sur Morgan. Mais Raquel parvient quand même à sauver sa copine. Une table est déjà positionnée. Morgan et Rhea partent sur la troisième corde pour le grand final, on le sent tous venir. Il y a alors deux possibilités, soit le Super Riptide, soit le Super Oblivion. Et finalement, ce sera le Super Riptide, comme lorsqu'elle avait pris le titre à Charlotte à Mania et même à Shayna Baszler à NXT. Rhea s'impose donc et s'adjuge en quelque sorte un title shot déguisé, c'est une évidence. Ce n'est pas hyper surprenant de voir Rhea faire le pin sur Liv, car il fallait bien que justifier un ultime match entre ces deux-là. Les faces célèbrent en haut de la cage pour une belle image et un feel-good moment pour donc lancer ce show. J'en arrive alors à l'évaluation du match. Écoutez, c'est bien simple, mais ce début de match a clairement plombé tout l'ensemble. Bayley et Jax n'étaient pas les bons choix pour lancer ce match et c'était comme si, je dirais, une équipe de foot avait pris un carton rouge au bout de 2 minutes de match. Ça plombe ton match et tu commences alors à ronchonner. Ce match aura duré pratiquement 40 minutes, que l'on peut résumer, je dirais, à une demi-heure de préliminaire infâme pour seulement 10 minutes de plaisir, celles qui auront correspondu aux 10 minutes qui auront marqué finalement le lancement officiel du match. C'est vraiment quel dommage franchement et quelle frustration de s'être tapé autant de temps à ronger notre frein pour aboutir à si peu de plaisir à l'arrivée, car très franchement, il y a vraiment des raisons d'avoir des regrets quand on regarde ce match. Le star power était là, le storytelling aussi, en dépit d'un build-up plus que défaillant. On ne reviendra pas là-dessus, mais il y avait tellement mieux à faire sur cette fameuse demi-heure ratée. Tu aurais mis les bonnes personnes pour démarrer le match.
tu n'aurais pas fait perdre du temps fou, un temps fou avec ces spots supermarchés ridicules qui te cassent le rythme du match et te font passer chaque catcheuse pour une nunuche. Tu aurais élevé le curseur au niveau violence et envie d'en découdre. Tu aurais soigné les moves et préparé davantage ce match avec une coupure de Thanksgiving qui tombait mal pour se faire. Là oui, tu aurais largement pu relever le niveau et obtenir un vrai bon Wargames. Car très franchement, on a eu de bonnes choses, à commencer par les 10 minutes officielles de match qui furent de qualité. Les spots étaient cool, le storytelling entre Bayley et Io était au rendez-vous, tout comme autour de Stratton et de son cash-in teasé, mais pas réalisé, ce qui n'est pas une surprise à mon sens. Le moment où Candice va griller la politesse à Tiffany pour entrer dans le match était également une bonne idée. La double powerbomb pour annihiler entre guillemets Jax était assez crédible. Le bon travail d'équipe de Sky et Ripley avec l'extincteur pour monoter Raquel. Un bon travail d'équipe aussi entre Tiffany et Nia avec de jolies combinaisons. Bien évidemment, le match dans le match entre Sky et Tiffany, les deux catcheuses flashy du match, avec ce premier duel de flip au début et enfin le double dive depuis le haut de la cage. Le duel principal également entre Morgan et Rhea qui viendra également évidemment conclure le match avec ce super Riptide sur la table qui était crédible et permettra à Rhea donc d'aller naturellement réclamer une nouvelle chance au titre. Reste à voir si cela va provoquer un triple threat avec Io Sky qui a déjà gagné son title shot ou bien si Sky aura sa chance en 1v1 d'abord avant d'avoir Ripley en boss final du game, ce qui aurait l'inconvénient de spoiler la défaite de Io Sky, ce qui serait quelque peu dommageable. D'un point de vue individuel, je ressortirais bien sûr du lot Tiffany et Io, avant tout, pour leur prise de risque et leur contribution à l'animation de ce match, si terne dans son ensemble. Quand Tiffany prendra le titre, on pourra à nouveau dire que c'est un titre mérité pour elle. Raquel, ça peut paraître surprenant, mais j'ai trouvé sa perf d'ensemble vraiment cohérente, avec un soutien sans faille envers Morgan, même lorsqu'elle fut menottée. Naomi m'aura paru la plus effacée du groupe. Bayley, à l'image de sa fin d'année, n'a plus l'air d'être quelqu'un qui compte énormément, et heureusement que ses interactions avec Io Sky lui auront permis d'exister un peu. Jax aura été très approximative, par contre, dans ses moves et son selling, comme si le fait d'avoir plein de monde autour d'elle l'avait perturbé. Ça la ressemblait plus à la Jax des mauvaises années qu'à la Jax de 2024, qui est le meilleur visage de Jax entrevu dans sa carrière. Candice aura plutôt fait le taf, mais qui reste un travail de l'ombre, je dirais. J'aurais aimé qu'on ait des interactions entre Stratton et elle, d'ailleurs, qui nous racontent des choses à l'intérieur de la cage, et pas seulement à l'extérieur, comme lorsque Candice lui a grillé la politesse pour entrer dans le match. Je n'ai pas vu non plus une grande Bianca Belair. C'était correct, mais c'était pas une grande Bianca. Elle qui pourtant avait des raisons scénaristiques pour briller, au vu de l'agression de Cargill, bien qu'on ne sache pas encore qui est là où les responsables et que l'innocence de Bianca ne soit pas encore assurée à l'heure actuelle, on ne sait jamais. Bref, quel gâchis que ce Wargames féminin qui ne récoltera donc évidemment pas la moyenne avec seulement 10-12 minutes sur 40 qui furent réellement de qualité et 2-3 bons choix de storytelling. Voilà, tout ça c'est pas assez. 2,25 donc pour la note de ce Wargames féminin qui fut probablement et malheureusement l'un des pires Wargames de l'ère moderne, et ça me fait mal de le dire. Ce qu'on aura vu de positif sera intervenu trop peu trop tard. On ne peut évidemment pas dire que ce fut un mauvais choix d'opener, car quand on a seulement 5 matchs, tu n'as guère d'autre choix que d'ouvrir et de clôturer ton show avec les deux Wargames, et donc tu te mets dans l'obligation, dès le départ, de avec le Wargames féminin. Sauf que, pour toutes les raisons déjà invoquées, tu ne peux hélas pas réaliser cet objectif, et tu te dis déjà que le match suivant ne pourra même pas vraiment endosser le rôle de Breezer, mais au contraire plus le rôle de rampe de lancement, afin de sauver les meubles et de rattraper la première demi-heure infâme qu'on aura subie dans cet opener. Sauf que malheureusement, ce ne fut pas le meilleur match justement pour remplir ce rôle, et qu'au lieu d'être le triple threat pour le titre intercontinental qui aurait pu permettre cela, ce fut le match pour le championnat des États-Unis entre LA Knight et Shinsuke Nakamura. 2 étoiles 75 pour la note. Finalement, donc, ce match a donc été bien ajouté au pay-per-view. C'était une possibilité, mais j'en étais vraiment pas sûr, vu que le retour de Nakamura ne date que de la semaine dernière et qu'en termes de build-up, on était forcément très limité. Le thème de Nakamura remixé, beaucoup plus dark. J'avoue que j'aime plutôt bien l'effet produit. L'entrée est belle et badass. Le maquillage de Nakamura est soigné également. Bel univers proposé dans l'ensemble. Je valide donc la proposition d'ensemble faite. À peine 10 minutes de match proposé seulement. Ça n'aura pas traîné. Et l'on sent le public pas vraiment au rendez-vous et ayant déjà besoin de récupérer après un Wargames non seulement de mauvaise qualité, mais aussi très long par nature. Du coup,
c'est ni avec Knight ni avec Nakamura que l'on peut espérer se réveiller. Certes, avoir ce match en deuxième position pour souffler est une bonne idée en soi, à la base, mais encore fallait-il que l'opener ait bien rempli son rôle de rampe de lancement, ce qui ne fut que très partiellement le cas. Du coup, ce match avec un match breezer, donc obligé de colmater la brèche en nous réveillant par la même occasion, sauf que c'est Nakamura et LA Knight dans un ring. Du coup, on colmate un peu en réalité, et le catch proposé, voilà, il est simple et basique, les moves sont globalement bien exécutés. Nakamura réalisera une belle superplex qui va retourner LA Knight comme une crêpe. LA Knight va réaliser un Burning Hammer assez étonnant de sa part d'ailleurs. Le coup de coude de Nakamura fut aussi bien vicieux et très efficace en début de match. Le tournant du match va arriver lorsque les deux hommes vont être placés là, entre les deux rings sur la plaque d'acier. Ce qui pose d'ailleurs question sur le fait de devoir ou non les compter à l'extérieur, puisqu'en soi ils sont en dehors du ring dans cette situation. Sauf que l'arbitre ne le fait pas. Bon, ça c'est très particulier comme situation. Nakamura va contrer LA Knight avec un aveuglement pour contrer une souplex de Knight. C'est un rappel de son Black Mist la veille qu'il avait porté sur les yeux de Knight, suivi d'un reverse DDT donc, ou Scorpion Death Drop si vous préférez façon Sting. Donc directement sur la plaque d'acier centrale. Le crâne de LA Knight est touché. Nakamura n'a plus alors qu'à capitaliser derrière avec un Kinshasa dans le dos. 1, 2, 3. Nakamura devient champion des États-Unis pour la 3e fois de sa carrière. La clim est totale, le public est abasourdi et j'avoue que moi aussi, je suis choqué par ce résultat et quand même assez inattendu. D'abord parce que Nakamura n'est plus une menace depuis bien longtemps, qu'il est en fin de carrière, qu'on ne l'avait pas revu depuis un moment et que le build-up ayant conduit à ce match fut hyper court. Alors autant je voyais bien la feud continuer afin d'occuper Knight pendant quelques temps, autant je ne pensais pas qu'il lancerait les hostilités avec un changement de titre. Je ne pense pas personnellement que le but soit de mettre LA Knight sur autre chose, car d'un point de vue main card, Cody est déjà bien occupé avec Owens et aura bien d'autres choses à raconter dans sa road to WrestleMania. Du coup, mon avis, c'est qu'il va avoir droit, je pense, à un match revanche et qu'il finira même par reprendre son bien afin de sortir victorieux de sa feud. Une autre théorie serait aussi que la VVE veut voir Nakamura se produire au show de la Noah le 1er janvier, Noah the New Year, avec le titre US. C'est pas impossible non plus. Et peut-être que Knight, du coup, va devoir attendre le Rumble avant d'espérer reprendre son titre, ou peut-être un SmackDown. Et dernière théorie que j'avais aussi, mais qui est peut-être moins probable, c'est que la VVE a réalisé une espèce de switch, de draft caché, avec Nakamura qui est donc parti à SmackDown, mais qu'en contrepartie, c'est LA Knight qui va faire le move inverse en allant à Raw, afin de donner un nouvel os à ronger, soit à Braun Breaker pour le titre intercontinental, soit à Gunther pour le titre poids lourd. C'est pas impossible non plus. En tout cas, même si je me suis foiré sur le prono, ma seule erreur du prono du show d'ailleurs, je vais pas non plus rager là-dessus, car je fais partie de ceux qui, je l'ai souvent dit, qui se plaignaient beaucoup des bookings bien trop prévisibles de Triple H. Et quand une surprise survient, bien que trop rare, il faut aussi le souligner et le mettre en avant, comme cela a pu être le cas lorsque par exemple Fire et Down ont pris les titres tag chez elle en Écosse. A noter que Nakamura avait porté un Black Mist donc à LA Knight avant-hier, la veille à SmackDown, la veille du pay-per-view, chose que je n'avais pas trouvé très crédible d'ailleurs, car le Black Mist est quand même censé aveugler la victime pendant plusieurs semaines, si l'on respecte, je dirais, le code des mists asiatiques, chose qui n'est donc pas du tout arrivée ici. Les yeux de Knight allaient très bien, même 10 minutes après à SmackDown il faisait déjà une promo, ses yeux on les voyait. Bref, je pensais donc voir un nouveau Mist au Survivor Series, notamment qui aurait peut-être suivi une défaite de Nakamura en guise de représailles afin de prolonger la feud. Finalement, ils s'y sont pris autrement et c'est bien aussi de réussir à nous prendre un peu de revers. Du coup, je suis un peu curieux de voir comment les choses vont évoluer pour LA Knight et si la feud va bien continuer, chose dans laquelle je crois personnellement. Quant au match, ce fut le match le plus court du show, 10 minutes seulement, rien d'exceptionnel en dépit de 2-3 spots sympas, le public était mou et le résultat aura eu le mérite de les secouer un peu. Je suis autour de 3 étoiles donc pour ce match, mais j'ai opté finalement pour un 2,75. Ça aurait largement fait l'affaire en weekly et je pense que s'il n'y avait pas eu de changement de titre, ils auraient gardé ce match pour SmackDown. Vraiment un match basique, je dirais, basique de chez basique, avec un finish plutôt bien réalisé dans l'ensemble, qui protège LA Knight dans la défaite et fait honneur au personnage, je dirais, vicieux qu'incarne Nakamura. On peut pas dire qu'après ces deux matchs, on ressorte enchanté par ce pay-per-view. Alors on a hâte de voir les 3 derniers pour espérer finir sur une bonne note. On va commencer d'ailleurs par Braun Breaker contre Sheamus, contre Ludwig Kaiser.
triple threat comptant pour le titre intercontinental, 4 étoiles pour la note. Donc à nouveau donc un match qui n'était pas prévu quand j'ai fait mes pronos, qu'ils ont ajouté. C'était aussi une possibilité, c'est plutôt bien. Voilà, ça remet un peu le titre intercontinental dans un pay-per-view en plus de Big Four. Donc ça c'est plutôt cool. Puis ça permet aussi de voir le Ludwig Kaiser qu'on n'a pas encore eu trop l'occasion de voir finalement dans un pay-per-view. Kaiser donc sera logiquement le seul vrai heel du match, hein, Breakker surfant davantage sur une fibre twinner. Il fuit le combat au début et revient avec une chaise, chose qu'il a le droit de faire dans un triple threat, c'est no DQ bien sûr. Il donnera un coup vicieux derrière la jambe de Sheamus d'ailleurs. Il essaye de jouer les opportunistes et de se faire un nom, comme Gunther le lui avait conseillé, ce qui ne plaît pas à ses deux adversaires. C'est un peu le chaos à l'extérieur. Breakker est efficace, ça plaît bien au public. Il se montre même arrogant en faisant des pompes, un hommage à son oncle, Big Papa Pump Scott Steiner. Ludwig Kaiser brise un pin de Sheamus. Les deux partent en bagarre à l'extérieur, ce qui profite à Breakker avec un énorme double clothesline là, qui fera valdinguer tout le monde par-dessus la table des commentateurs. Le public apprécie le nouveau et on entend des chants Let's go Breakker. Joli visuel avec Sheamus qui réapparaît derrière la barricade, juste derrière un Kaiser qui se croit dans une position avantageuse à ce moment-là du match, ce qui lui vaudra non pas 10 mais 11 bits, 11 bits of the Bodhrine, suivi de 10 cette fois-ci portés sur Breakker. Le public participe bien évidemment à tout cela. Kaiser fuit alors le combat avec Sheamus et préfère aller à l'extérieur du ring pour revenir avec le Shillelagh de Sheamus. Mauvaise idée puisque Sheamus le lui reprendra et enchaînera avec un clothesline porté avec le Shillelagh justement qui fera basculer Kaiser dans la Timekeepers Area. Cela permet alors d'avoir enfin le duel de bourrin tant attendu entre Breakker et Sheamus. Sheamus réussira sa Celtic Cross mais dégagement de Breakker. Breakker réussira un Frankensteiner, ce ne fut pas le plus joli qu'il ait fait d'ailleurs. Le spot suivant fut fort réussi par contre, car Breakker croit pouvoir aller accueillir Sheamus avec un spear, mais ce dernier esquive et Breakker se prend la chaise qui était placée dans le coin par Kaiser en début de match, ce qui profite à Sheamus derrière avec un Brock Kick. Là-dessus, je me dis que Sheamus va créer la surprise et devenir enfin Grand Slam Champion. Mais la caméra nous cache bien ce qui se passe à l'extérieur. Et Kaiser va alors tirer l'arbitre à l'extérieur. La frustration de Sheamus envers Kaiser est totale. Et cela continue de nourrir leur feud en parallèle. Car Kaiser prive alors Sheamus de son rêve de devenir Grand Slam Champion. Kaiser surprend alors Sheamus avec des coups de Shillelagh. Alors que Sheamus partait à sa rencontre hors du ring. Sheamus se surprend alors à son tour Kaiser avec un Brogni. J'y ai cru à nouveau à ce moment-là, d'autant plus que Breakker était toujours KO là dans le coin. Mais dégagement in extremis de Kaiser. Les chants This is Awesome résonnent. Le public aime ce qu'il voit et on ne l'avait pas encore autant entendu sur la durée depuis le début du show. Sheamus vend bien ses côtes suite au coup de Shillelagh subi. Kaiser capitalise du coup là-dessus et porte alors son DDT rotatif sur Sheamus avant de se faire découper dans les grandes largeurs par un énorme spear gore de Bron Breakker qui a fait popper le public de façon magistrale. Kaiser est définitivement hors jeu. Il part à l'extérieur. Breakker n'a plus qu'à guetter sa proie là pour l'achever, à savoir Sheamus donc, qui va avoir de la peine à se relever, ses côtes souffrent, et le finish, peine du coup à se réaliser. J'ai même eu peur du twist à ce moment-là, tellement c'était long. Mais Breakker parvient finalement à porter son spear sur Sheamus, cette fois-ci de manière bien moins impressionnante que le précédent. 1, 2, 3, Breakker conserve fort logiquement son titre, que je voyais pas lui voir perdre 2 fois en si peu de temps. Et en plus, le fait d'avoir eu un changement de titre juste avant me renforçait encore davantage dans ce résultat. La bonne personne a gagné, le match est vraiment très animé, bien réalisé. Kaiser a très bien joué son rôle de heel, à la fois opportuniste, lâche et fourbe. Le duel de bourrin aura aussi eu lieu, tandis que Kaiser et Sheamus auront aussi continué leur feud par la même occasion. Et au vu de l'utilisation plus que manifeste du Shillelagh, je pense que la feud de Sheamus-Kaiser risque de se terminer dans un match du type Donnybrook match, même si on en a eu un il n'y a pas longtemps avec Pete Dunne. En tout cas, je pense qu'il faudra conclure cette rivalité de mid-card avec un match à stipu. Le fait que Sheamus prenne le pin me donne moins la sensation qu'il pourra devenir Grand Slam Champion un jour, du moins pas dans un futur proche, ça c'est sûr. C'est ce que l'on peut déplorer dans cette histoire. Kaiser aura eu au moins le mérite de ne pas prendre le pin. À voir comment il interagira avec Gunther dans les Raw à venir, du coup. D'autant plus que Gunther a gagné, contrairement à Kaiser. Quant au match en lui-même, c'est pour moi donc le meilleur match de la soirée. C'était complet, c'était spectaculaire, impactant. Ça a bien fait réagir le public du début à la fin.
C'était bien écrit dans l'ensemble, avec deux matchs, deux matchs dans le match, hein, entre Breakker et Sheamus d'un côté, et Sheamus et Kaiser de l'autre. Et c'est le focus entre Sheamus et Kaiser qui finalement aura annihilé les chances des deux lutteurs de gagner le titre. Un match très animé, ça catche bien, les spots sont cool et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Malgré le peu de chance de voir Breakker perdre juste après avoir vu un changement de titre mid-card juste avant, ils ont quand même réussi malgré ça à me faire douter sur 2-3 pinfalls bien sentis. Voici un exemple type de match qui s'insère parfaitement dans une carte de pay-per-view. À peine 15 minutes de match. C'est pas énorme en soi, mais c'est une utilisation parfaite de remplissage d'un pay-per-view sans avoir l'impression d'avoir vu un match de niveau weekly ou un filler qui n'avait pas sa place dans un pay-per-view du Big Four. Les trois ont montré l'envie d'aller chercher ce titre et ça fait plaisir à voir. Je suis curieux de voir ce qui attend Breakker à présent sur sa route, tandis que Kaiser et Sheamus risquent pour leur part de continuer leur rivalité. Pourquoi pas dans un match à Saturday Night's Main Event, prévu déjà dans 2 semaines. Il va falloir quand même remplir la carte rapidement. Un solide 4 étoiles, donc j'ai pas grand chose à dire de négatif. Pour moi, le contrat fut rempli. Et après avoir vu ces 3 premiers matchs, je me dis que si les matchs 2 et 3 avaient été inversés, les rôles respectifs de ces 2 matchs auraient été bien plus à propos que ça, que ce qu'on a vu là. Le triple threat aurait alors largement compensé la mollesse générale du Wargames féminin et le match US aurait alors rempli son rôle naturel de breezer juste après un triple threat hypertonique qui a aussi beaucoup puisé l'énergie des spectateurs présents dans la salle. Enfin, je dirais aussi que ce match aura bien su mettre en avant les 3 hommes à la fois. Sheamus dans son rôle de vétéran, venu mettre en avant ses deux adversaires. Kaiser qui se révèle être un redoutable mid-carder sur lequel il faudra compter à l'avenir et qui, je pense, finira par décrocher un titre s'il continue sur cette voie-là. Et enfin, Bron Breakker impressionnant, intense et qui a une bonne connexion avec le public, chose extrêmement précieuse pour un catcheur et qui peut lui permettre d'aller très loin dans sa carrière. Donc là aussi, sur cet aspect, là on pourrait dire que le match aura très bien su remplir son contrat. On va passer maintenant au match suivant. Damien Priest contre Gunther, 3 étoiles et demie pour la note. Un élément qui pouvait paraître insignifiant aura lieu en début de match lorsque Priest portera un coup d'épaule à Gunther qui le fera rouler à l'extérieur. Mais à ce moment-là, Priest se touche l'épaule gauche, chose qui aura finalement beaucoup d'importance dans la narration de ce match et même au-delà. Il a ensuite du mal à écraser Gunther au sol, se tenant à nouveau à l'épaule. Il est alors surveillé par l'arbitre. Gunther, en bon heel qu'il est, ne va pas passer à côté de l'occasion et va alors s'attaquer à cette épaule gauche. Ce travail est bien réalisé, mais on va pas se mentir, le rythme du match en pâtit beaucoup. On est plus sur un travail scientifique et chirurgical à ce moment-là du match. Priest réagit et montre du fighting spirit, réussira à allonger Gunther avec un joli step-up Enziguri. Le public soutient plutôt bien Priest dans ce passage difficile qu'il est en train de vivre. Le selling à l'épaule est d'ailleurs bien réalisé. Même les propres offenses de Priest paraissent alors douloureuses pour lui-même. Porter ça à Razor's Edge est alors trop pénible pour lui. Gunther en profite avec un sleeper hold pour le fatiguer encore davantage. Une powerbomb en prime portée par Gunther ne suffira cependant pas à mettre fin à ce match. Priest va tout de même réussir à la fois un Hurricane Rana mais aussi sa Razor's Edge, mais il peine à faire le tomber du fait de la douleur. Et ce sont 2-3 précieuses secondes de perdu pour le challenger qui permettront alors au champion d'avoir le temps de se dégager. Gunther va alors hausser le ton avec une Kimura Lock, ou une double wrist lock si vous préférez. Le bras gauche est bien cadenassé, mais Priest va tout de même aller chercher la corde au courage. C'est tout de même un passage du match intéressant en termes de narration, car comme on nous l'a donc narré dans les dernières weekly, Gunther est dans le doute depuis sa défaite à Crown Jewel. Il se retrouve justement dans une position où malgré un adversaire amoindri, il ne parvient pas à finir le boulot. Là où encore il y a peu, il aurait plié l'affaire sans aucune difficulté, ça c'est sûr. Et c'est ce que la caméra montre d'ailleurs parfaitement en faisant un gros plan sur un Gunther envahi par le doute. Gunther essaye alors de se ressaisir en portant 2 clotheslines à Priest. Il veut afficher son meilleur visage et provoque le public pour montrer que c'est toujours lui le patron. Mais il est trop gourmand en voulant porter une 3e clothesline et c'est Priest qui va finalement la porter. Une 2e même en s'élançant dans les cordes sera également réussie par Priest, mais Gunther va se dégager du tombé. Un spot quelque peu étrange pour ne pas dire forcé va arriver alors ensuite lorsque les 2 hommes seront debout sur la 3e corde et que Priest repoussera Gunther dans le ring, qui va retomber lourdement sur le dos dans le ring, alors que tout à coup on voit Damien Priest qui va retomber durement à l'extérieur alors que manifestement rien ne le poussait à tomber à son tour, chose que l'on reverra d'ailleurs mieux au ralenti après le match.
On comprendra alors mieux pourquoi il est retombé là, hein, au niveau de la rampe, pratiquement, malgré la grossièreté et le manque de naturel de ce spot. Le public scande d'ailleurs des chants You fucked up, you fucked up. L'arbitre vient voir Gunther dans le ring. Il a le dos tourné, hein, évidemment. Hein, ce qui profite alors à Finn Balor. Et oui, venu porter un mini coup de grâce à Priest à l'extérieur depuis les escaliers d'acier. Gunther le repoussera violemment, Balor, avec une big boot, voulant prouver, hein, qu'il peut s'en sortir par lui-même, hein, ce qui correspond bien à son caractère. Paradoxalement, c'est cette intervention de Balor qui va servir de déclic, hein, en quelque sorte, pour Gunther, comme le fuel nécessaire dont il avait besoin pour venir achever Priest. Il enchaîne alors avec une powerbomb suivie de quelques coups de coude sur le torse là et d'un sleeper hold avec bras barrés. À ce moment-là, on est en train finalement de revivre un énorme déjà vu, hein, from SummerSlam. Priest pass out et Gunther conserve donc son titre. La fin est donc une redite totale de SummerSlam. Le plan sur Balor à l'extérieur est également très similaire à celui de SummerSlam. Balor aura donc non seulement fait perdre le titre à Priest face à Gunther à SummerSlam, mais il aura aussi contribué à ce qu'il ne le regagne pas face à ce même Gunther. Je suis quelque peu mitigé par cette fin de match, à vrai dire. Que Gunther conserve son titre me semblait être une évidence, hein, lui qui a beaucoup plus subi la loi d'un Priest bien trop sûr de lui durant tout le build-up de ce match face à un Gunther en totale perte de confiance. Mais l'intervention de Balor m'a bien moins réjoui, hein, en revanche. J'en parlais justement dans ma précédente vidéo d'ailleurs. Je disais que je ne voyais pas le Judgment Day intervenir, pensant que Balor et Priest étaient enfin passés à autre chose. Ce fut donc pour moi une assez mauvaise surprise de revoir Balor intervenir, seul par ailleurs, pour provoquer un finish quasi copier-coller de celui de SummerSlam. Ça me gêne tout simplement parce que ça me donne l'impression ici que l'on étend trop cette rivalité qui avait déjà bien trop duré et que l'on est en train de faire avec Priest et Balor ce qu'ils étaient déjà en train de faire avec Morgan et Rhea, à savoir ne pas savoir s'arrêter quand il le faut, au risque de nous lasser. Comme l'explique justement Michael Cole, hein, d'ailleurs, Gunther avait envie de battre Priest par lui-même en un contre un fair and square, sauf que Balor ne peut pas supporter Priest, hein, ce qui nous conduit alors à cette situation qui ressemble tout de même pas mal à la construction d'un futur triple threat entre Gunther, Priest et Balor, par exemple à Saturday Night Main Event. Du moins c'est l'impression que j'en ai au sortir de ce match. Mais Balor, bon, le problème c'est qu'il est champion tag team et pas du tout construit comme un réel compétiteur dangereux en solo à l'heure actuelle. Je serais surpris qu'ils aillent jusque-là, donc, mais on ne sait jamais. En revanche, pourquoi pas un Steel Cage match entre Gunther et Priest pour une toute dernière explication entre ces deux-là. Là, c'est davantage probable, à mon sens, et cela peut se suffire à Raw, hein, sans pour autant le faire à Saturday Night Main Event. Cette intervention de Balor n'est-elle pas l'intervention de trop, hein, on peut se poser la question. Je suis pas loin de le penser personnellement. Balor était en train de s'imposer petit à petit comme le vrai leader finalement de Judgment Day, sans trop le dire, en dépit du fait que depuis le début, le mot d'ordre était qu'il n'y avait pas de vrai leader dans ce Judgment Day 2.0. On verra aussi en backstage, dans des images inédites, que Balor va participer avec Carlito et McDonough à une attaque, hein, contre Priest, où Balor va encore donner d'ailleurs ses directives, hein, pour que Priest soit bien retenu là par ses deux potes, et porte un coup de chaise sur l'épaule endommagée de Priest, conduisant alors à l'intervention d'Adam Pearce. Une construction progressive de leader, hein, de la part de Balor, mais qui pourrait aussi pousser le Judgment Day à venir se débarrasser de la pomme pourrie qui commence à prendre trop de place, à savoir Finn Balor lui-même. Ils auraient pu continuer à raconter cette histoire d'ailleurs au sein du Judgment Day sans pour autant revenir à la charge avec Priest. Balor a déjà pris sa raclée contre Priest à Bad Blood, c'était il y a déjà 2 mois de cela. Alors à quoi bon vouloir sa revanche après tout ce temps? Quant à Gunther, cette intervention ne résout pas non plus son problème, puisqu'il n'a toujours pas battu Priest de façon clean. Alors, est-ce que ça va conduire à un match 3 donc, entre Gunther et Priest, sachant que Gunther mène déjà 2-0 donc, dans leur confrontation directe? À vrai dire, je ne sais pas trop où ils veulent en venir dans tout ça. Je comprends à peu près l'idée avec Gunther, je pense qu'il cherche à le rendre plus humain, en lui donnant un peu de relief, et en sortant un peu de ce cadre rigide dans lequel il était durant tout son règne intercontinental. Est-ce que le but est de le rendre face à moyen terme? C'est peut-être aussi le but recherché, car un Gunther rendu plus humain, avec ses doutes et ses failles, et toujours dans un esprit réglo en voulant gagner ses matchs par lui-même, ça peut constituer aussi les ingrédients d'un futur face turn. Pourquoi pas, hein, s'il feud avec Kaiser d'ici quelques temps. Je me pose donc pas mal de questions au sortir de ce match, et j'aurais aimé que Balor ne revienne pas dans l'histoire et que Gunther gagne clean afin de vraiment passer à autre chose pour chacun des 3 protagonistes.
Enfin, quelles seront les conséquences dans la relation Gunther-Kaiser? Car si Kaiser n'a pas réussi à prendre le titre intercontinental, chose que Gunther reprochera sans doute à ce dernier, Kaiser pourra aussi répliquer à Gunther que sans Balor, Gunther n'aurait peut-être pas conservé son titre, hein, qui plus est face à un Priest diminué en plus, et donc a priori censé être une formalité pour Gunther. Bref, cela risque de susciter encore plus de tension au sein de ce duo. C'est déjà bien trop quand on a déjà la même chose au sein du New Day, de Theory Waller et de DIY en particulier. Quant au match en lui-même, à nouveau, comme à SummerSlam, j'ai pas grand chose, je dirais, à leur reprocher d'un point de vue in-ring. Je leur avais d'ailleurs donné un 4 étoiles à SummerSlam. Il y a une narration qui est plutôt bien faite autour du bras de Priest, un bon travail de Gunther, une bonne psychologie avec un Gunther qui petit à petit retombe dans ses doutes à mesure que le match dure, un Priest vaillant qui ne lâche rien. Bref, j'étais parti sur un 3,75 pour l'ensemble de la proposition offerte, donc quoi qu'il en soit, une note de son inférieure à celle de SummerSlam. Mais là, cette nouvelle intervention de Balor m'a vraiment fait chier, c'était de trop, et c'est pour cela que je suis retombé à 3,5 finalement. Ne pas savoir s'arrêter à temps dans une rivalité, ça t'expose au risque de lasser les gens, et c'est en train d'être mon cas actuellement. Balor pourra dire que sa semaine en tout cas fut bonne, puisqu'il a conservé son titre tag avec McDonough contre les War Raiders, même si c'était pas clean, et qu'à mon avis ils vont finir par les perdre face à ces mêmes War Raiders. Et en plus, du coup, Balor aura provoqué la défaite de Priest aux Series. Mais il ne faudra pas oublier quand même que Liv et Raquel, de leur côté, ont perdu au Wargames. Du coup, là, le melon de Balor risque de gonfler encore davantage, jusqu'à ce qu'évidemment, il retombe vite de très haut. Mais ça, ce sera pour plus tard. Ce n'était donc pas un mauvais match de pay-per-view auquel on a assisté ici, mais cette fin me laisse un goût amer et j'ai surtout besoin de voir et de comprendre vers quelle voie la WWE veut s'orienter pour ces trois hommes, afin de savoir si ce finish aura finalement été une bonne décision ou non. Et on va donc terminer par le big main event, à savoir le War Games masculin, Bloodline OGs, on va dire, et Voldemort contre la New Bloodline et Bronson Reed en plus. 3,75 pour la note. Donc à nouveau, à l'image des femmes, la team Hill est assortie au niveau des tenues, à savoir le noir, voilà, tout simplement, manifestant comme les femmes le fait que l'unité est là dans leur équipe, contrairement à celle d'en face. On pourrait aussi penser au All Black, bon c'est un peu... On n'est pas loin, on est dans le Pacifique, côté Black, pourquoi pas aussi, si on veut faire une interprétation. Bon, cela étant, du côté face, on sera bien plus assorti niveau tenue que pour les femmes, avec les couleurs rouge et noires présentes pour les 5 hommes. C'était un peu plus discret pour Voldemort, mais il y en avait quand même au niveau des tibias, les protèges tibias, là. Fatou a d'ailleurs battu Jay dans le match de l'avantage, la veille à SmackDown, montrant d'ailleurs beaucoup de férocité, de domination encore, comme à son habitude. La construction de Fatou est en tout cas très forte depuis ses débuts à la VVE, et j'y reviendrai plus tard d'ailleurs sur le dernier spot dans lequel il fut impliqué. Jay va entrer en dernier et par le public comme une vraie star, ce qui permet alors de comprendre que c'est lui qui va démarrer le match, et ce face à Tama Tonga. Une affiche de départ qui ne raconte rien de particulier. Bon, les deux hommes n'ont pas d'historique entre eux, c'est juste une affiche fraîche pour lancer le match et rien d'autre, qui permet aussi par la même occasion à Tama Tonga de se mettre over tout seul en se suspendant à la cage, là tel un petit singe. Début de match étrange d'ailleurs, car les deux lutteurs sont très éloignés l'un de l'autre au début, rendant le match difficile à démarrer. Assez étrange aussi de voir le Tama Tonga tenter le tomber sur Jay en début de match. J'ose espérer qu'il l'a fait exprès, sinon ce serait complètement débile de sa part. Il y a eu d'ailleurs des petits chants You fucked up aussi de la part du public. Bronson Reed est le premier à sortir de sa cage et joue le 2 en 1000. Que va-t-il faire ? Il va farfouiller sous le ring, bien évidemment, le spot supermarché, et il va également galérer, évidemment aussi, pour réussir à récupérer ce qu'il souhaitait, à savoir plusieurs chaises. Jimmy, quant à lui, me fera quand même plaisir en entrant directement dans la cage, sans attendre, ce qui permet rapidement de voir les Usos en action. Jimmy m'a tout de même surpris en réussissant un Whisper in the Wind, façon Jeff Hardy, même façon Jacob Fatou, ce qui n'est pas trop dans ses habitudes. Solo va empêcher Tangaloa d'entrer, préférant envoyer Fatou au front, guidant les siens tel un vrai leader. Fatou entrera lui directement dans la cage, au moins on perd moins de temps que chez les filles. Fatou impressionne d'entrée de jeu et fait déjà du no-sell, détruisant alors les Usos à lui tout seul. Alors que Voldemort allait sortir de sa cage, Reigns lui barre la route, faisant alors place à Sami Zayn. Là évidemment, on nous met de la tension entre les deux stars de l'équipe Face, car dans un segment vidéo vu la veille à SmackDown,
Ben, les deux hommes se sont clairement dit en face de Paul Heyman qu'ils ne s'aimaient pas et que Voldemort n'était là que pour Paul Heyman et pour venger ses amis. La partie la plus intéressante concernera une certaine faveur qu'Heyman va devoir accorder plus tard à Voldemort sans savoir ni sa teneur ni quand cela se produira. Reigns d'ailleurs montre qu'il n'était pas du tout au courant de ça. Forcément ça l'inquiète. Le rendant encore plus sceptique vis-à-vis de Voldemort, d'où le spot du coup qu'on a vu dans la cage que l'on verra ici. Paul Heyman d'ailleurs lui dira non mais je te dirai tout, on aura largement le temps d'en reparler après les Wargames. Voilà, c'est ce qu'il lui avait répondu. Zayn donc va entrer aussi directement donc, sur le champ de bataille, et c'est parfait ainsi, voilà, on ne farfouille pas. Évidemment Zayn reçoit un accueil chaleureux de la part de ses compatriotes et scande des chants olé, 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 olé. Voilà, Jimmy et Sami vont collaborer juste dans la foulée, provoquant un gros check entre les deux, suivi d'un câlin, semblant enterrer pour de bon l'âge de guerre entre les deux. Tanga Loa, fidèle à sa réputation, va lui aller chercher sous le ring. Et bien évidemment, Penne a aussi trouvé ce qu'il recherche, finissant alors par sortir 2 tables à la demande de Fatou. A son tour, Voldemort se vengera en grillant la politesse à Roman Reigns pour sortir de sa cage à la manière de Candice avec Tiffany. Il hésite à entrer vu la meute de loups qui l'attend au tournant. Il ressortira finalement une caisse à outils et l'utilisera alors comme une arme sur tous ses adversaires. Le Bulldog sur la caisse à outils n'aura absolument aucun effet sur l'indestructible et totalement cheaté Jacob Fatou, une nouvelle fois donc booké comme un titan dans ce match. Sans surprise, Solo et Reigns seront les derniers à se présenter sur le ring. Un avantage numérique qui profitera logiquement au heel. Sami Zayn se prendra même un énorme tsunami de la part de Reed, tandis que les Usos mangeront un joli moonsault de la part de Fatou. Solo va cadenasser alors la cage avec une chaîne pour empêcher Reigns d'y pénétrer. Bon, mais en soi, c'est assez stupide puisqu'on sait très bien que le match ne peut démarrer tant que Reigns ne sera pas dans la cage. On attend alors tous la pince providentielle là. Reigns finira par escalader la cage pour y pénétrer malgré les assauts de ses adversaires. Reigns rejoint alors ses partenaires et les relève un à un, sauf Voldemort bien entendu. Heyman arrive alors à ce moment-là pour raisonner ces 2 leaders d'équipe, pour leur rappeler qu'il s'agit du Wargames quand même. Il y a le Best in the World, il y a le Tribal Chief, voilà c'est Wargames, je vous rappelle tout ça. La chaîne est alors coupée en parallèle par des techniciens et le match peut officiellement commencer. Un mini-drama arrivera évidemment lorsque Solo va éviter un spear de Roman. Du coup Voldemort va le prendre à la place alors qu'il était sur le point de porter un GTS à Fatou. Aïe aïe aïe. Roman se fera alors surprendre par un Samoan Spike de Solo, mais Roman se dégagera in extremis. Fatou va hélas se manquer sur un moonsault, le faisant durement retomber sur sa jambe. Apparemment c'était pas une fausse blessure, c'était vraiment fait mal. Du coup Fatou quand même aura vraiment vendu cette blessure si je puis dire, qui au final n'en était pas une très sévère, heureusement, donc plus de peur que de mal, a priori. Reed, à son tour, va prendre un gros risque en tentant un tsunami sur un Reigns allongé sur une table. Le tout depuis carrément le sommet de la cage. Imaginez le bordel si Reigns se prend ça. Là aussi, il y aura eu de la casse, puisque malheureusement, il s'est apparemment blessé une cheville, voire même les 2 d'après Fightful. Mais ce qui est intéressant, bon, j'espère que ça va aller quand même pour Reed, mais ce qui est intéressant en plus, c'est que quand même, en dos, bon, malheureusement il y a ses blessures, mais il y a quand même un spot aussi intéressant, c'est dans la mesure où c'est de voir que Voldemort va tirer Reigns de ce mauvais pas et le sauver, va le tirer de là, et éviter à Reigns un danger certain. Reigns semble d'ailleurs assez désorienté et surpris par ce qu'il vient de voir. Il décide alors de tendre enfin la main à Voldemort pour le relever, contrairement à tout à l'heure. Voldemort accepte, mais bon, voilà, on nous brise ce moment. Fatou intervient, donc pas de feel good moment. Reigns se mange alors un Samoan Spike de Solo encore, mais les Usos feront le save. Fatou se mangera un Wendy des Usos. Fatou est alors allongé sur une table, permettant à Jimmy de porter un Uso Splash sur Fatou, qui restait là, à attendre déjà depuis un bon petit moment, après avoir subi le Wendy. Et ce spot sera d'autant plus long que Jimmy va finalement changer d'avis, décider de monter encore d'un cran, tout en haut de la cage, avant de faire son splash. Le spot sera au final plutôt réussi, et la table va s'écrouler. Mais on apprendra malheureusement encore que Jimmy s'est lui-même cassé un orteil en réalisant ce spot. Et c'est Jay lui-même qui a reporté ça. Décidément, il y a eu de la casse, mais je n'ai pas trop apprécié le fait que Fatou ne se dégage pas en fait avant le splash de Jimmy, au vu du temps interminable que Jimmy aura pris pour faire ce spot, et surtout vu que il nocelle tout et semble indestructible. Donc comme si le Wendy l'avait mis parfaitement KO quoi.
Donc là, à nouveau, hein, comme je le disais tout à l'heure, ma suspension consentie d'incrédulité est une nouvelle fois mise à rude épreuve hein, dans ce show, mais passons, hein, voilà. En tout cas, c'est le spot qui aura permis d'annihiler Fatou, comme ils l'ont fait avec Nia Jax lorsqu'elle est passée à travers une table, elle aussi. On se retrouve alors dans une situation favorable aux face. Solo est seul face aux 5 face, là, il n'a plus aucune chance de s'en sortir. Super Kick, Helluva Kick, GTS, pire, la cause est entendue, la team Roman s'impose. Résultat logique à mon sens, hein, à vrai dire, je suis un peu embêté même par le segment vidéo vu la veille à SmackDown, parce que pour moi, il spoilait clairement la victoire des Faces, car sans la victoire de la team Roman, la faveur demandée par Voldemort à Heyman n'avait plus aucune raison d'être. Voldemort voulait faire gagner l'équipe pour Polo, donc cette faveur ne pouvait être accordée par Polo que si Voldemort contribuait à faire gagner son équipe. Voilà pourquoi, pour moi, tout était spoilé d'avance, hein, sans oublier que les Heels avaient déjà gagné à Crown Jewel, ce qui semblait aussi être un gros indice quant à la victoire de la Bloodline originale. Sami et Eli Uso font d'abord un câlin à Reigns, hein, avec un Voldemort qui regarde ça de loin, puis ce sera la même chose ensuite avec Roman qui verra à son tour de loin les autres faire un câlin, une accolade, un serrage de main à Voldemort. La poignée de main arrivera finalement entre Voldemort et Reigns, et toute l'équipe va célébrer ensemble avec un Paul Heyman souriant en arrière-plan. One time only, hein, c'était ce qui s'était promis. Le contrat est rempli. Il sera intéressant de voir le câlin ensuite entre Voldemort et Heyman, Voldemort qui chuchote alors à Heyman que lorsqu'il aura besoin de cette fameuse faveur, il ira la lui demander. Le tout sous l'approbation de Heyman, hein, qui va juste lui répondre « It's yours ». Pas de fin en shocking moment, hein, contrairement à l'année dernière. Même si jusqu'à la fin, j'ai quand même bien cru en un turn de Voldemort, parce qu'à un moment donné, la Bloodline était en avant et puis lui il était derrière, hein, donc on ne sait jamais. Mais bon, chaque chose en son temps, hein, car on peut supposer par exemple, hein, c'est qu'une idée, que Voldemort, dans cette fameuse faveur, va demander à Heyman d'être à nouveau son client officiel, aux dépens de Reigns, hein, dans sa quête de titre. Voilà, ce sera peut-être ça l'idée, une idée possible par rapport à cette fameuse saveur. On aura le temps d'en reparler. Et donc, quant à l'évaluation du match, ce fut globalement, un solide Wargames. Hein, évidemment, bien au-dessus, de très loin de celui des femmes, pour de multiples raisons. Hein, la première étant qu'il a été amené de façon bien plus naturelle et construite que l'édition féminine. Les spots que j'ai appelés, donc les spots supermarchés, on a eu un petit peu, mais ils étaient bien moins présents que chez les femmes, ce qui rendait le match bien plus dynamique et moins haché. Il faudrait vraiment réfléchir, comme je le disais donc en intro, à mettre les armes peut-être dans la cage d'entrée de jeu pour chaque Wargames, afin d'éviter l'écueil de ce qu'on aura vu chez les filles. C'est une suggestion en tout cas. Le storytelling était bien évidemment de la partie, avec une relation tendue entre Reigns et Voldemort, des réconciliations définitives entre Sami et Jimmy, et un Jacob Fatou toujours aussi bouquet-fort, malgré une annihilation finale mal ficelée à mon sens. Il n'y a rien d'ailleurs entre Solo et Fatou, pas de Misco pour l'instant, rien par rapport à Tamatonga, j'en avais parlé dans ma vidéo prono, c'était peut-être une possibilité. Pour l'instant, on ne montre pas de dissension dans la team Hill. Un match aussi avec aussi des prises de risques, hein, voire quelques blessures malheureusement pour certains, en espérant que ça va aller, en particulier donc pour Bronson Reed qui semble être le plus touché. Ça peut paraître un peu cruel en revanche pour Solo, hein, donc de se faire détruire de la sorte en fin de match, et je pense très franchement que ça ressemble quand même au début de la fin pour lui, avec un Reigns qui ira à mon avis récupérer son Oulafala à un moment donné, tandis que du côté de la New Bloodline, non seulement le leadership de Solo risque d'être remis en cause par ses membres, mais The Rock va forcément aussi finir par repointer le bout de son nez pour mettre son grain de sel et pourquoi pas venir prendre le relais de Solo en tant que boss final du game, quoi. Bref, ce n'était pas le meilleur Wargames que j'ai vu, ni le pire bien évidemment, mais il a globalement su faire le taf afin de clôturer le show sur une bonne note et un feel good moment en prime. On pourra aussi noter, voire déplorer que ça fait quand même à nouveau 2 Wargames la remporter par la Team Face, hein, comme l'an dernier. Alors, ça commence à faire beaucoup, hein, la seule Team Hill finalement ayant gagné sur les 6 éditions des Wargames qu'on a pu voir sous l'ère Triple H, c'était la Bloodline, donc en 2022, face à la team Brawling Brutes, McIntyre et Owens. Donc ça fait quand même pas beaucoup, et ce serait quand même bien de changer un peu. Cela étant, je conclurai en rappelant, comme je le disais donc en intro, qu'il serait bon de repenser le concept des Wargames, hein, soit dans son modus operandi, soit dans sa fréquence, en faisant
en faisant un événement plutôt rare et ponctuel, pouvant apparaître à tout moment, et pas forcément dans un pay-per-view éponyme, annuel, qui va venir forcer les choses, là comme on a pu le voir encore cette année chez les femmes. Ça s'est bien passé avec les Hell in a Cell, donc cette année, lorsque la rivalité l'exigeait. Alors ce serait bien de continuer sur cette voie-là avec les Wargames, en revenant par exemple donc à la bonne vieille formule des matchs à élimination, que beaucoup de gens d'ailleurs réclament, et qui n'empêche pas aux storylines d'avancer en parallèle. Hein. On l'a bien vu dans le passé. Hein. Ça c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps les Survivor Series, les matchs à élimination, il y en a depuis très longtemps, une trentaine d'années. Et voilà, on fait avancer les storylines même en faisant des matchs à élimination. Donc pourquoi arrêter en fait? Wargames c'était bien, c'était spécifique au takeover, voilà, on prenait du plaisir, mais à un moment donné, voilà, quand c'est arrivé dans le main roster, on a senti que c'était quand même de plus en plus forcé. Voilà, je pense on est en train de toucher aux limites, je trouve, de ce type de match et donc de ce pay-per-view éponyme. Il y a les Survivor Series et maintenant on en accole le mot Wargames, quoi. Donc à un moment donné, faut se décider. Je pense que les Survivor Series doivent rester les Survivor Series, et pour moi c'est typé match à élimination. C'est comme le Rumble. Le Rumble, c'est les gens qui arrivent à un intervalle de temps, qui s'éliminent par-dessus la troisième corde. C'est comme ça que ça se passe depuis le départ. Et à coller le mot Wargames, le terme de Wargame, ça fait un mélange, un cocktail que je trouve maintenant de plus en plus, je dirais, indigeste au fil des ans. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien qu'on voit un peu autre chose et qu'on revienne à la formule qui fonctionnait. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec cette review. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à donner aussi vos commentaires donc sur ce que vous avez pensé du show, en bas de la vidéo, bien sûr. Et de liker cette vidéo, bien sûr, c'est très important pour moi. Et voilà, de dire vos tops, vos flops dans ce match. Est-ce que vous avez préféré? Si vous avez un avis peut-être différent du mien, on ne sait jamais. Le prochain rendez-vous, c'est... Voilà, vous allez beaucoup me voir, si je puis dire, parce que il y a un calendrier qui fait que il y a quand même beaucoup de choses, et on se donne déjà rendez-vous. Déjà rendez-vous le 8 décembre, c'est déjà dimanche prochain. Ah oui, parce qu'on va faire... Alors, ça va pas être le morceau catch, hein, puisqu'évidemment, il faudra au moins 3 semaines avant de faire le prochain morceau catch. Donc là, ce sera un peu une vidéo à l'ancienne, ce sera une vidéo prono. Voilà, juste des pronos. Déjà du prochain pay-per-view de Saturday Night Main Event, et oui, parce que ça arrive déjà le 14 décembre. Donc il faudra faire les vidéos 6 jours avant. Et puis une semaine après, ce sera déjà la review du pay-per-view. Et puis même à peu près une semaine après, a priori, je vais faire, là ce sera un peu les vacances de Noël pour moi, je ferai le morceau catch, voilà, le morceau catch, parce que ça fera à peu près un mois depuis après le dernier, et voilà, et puis après on verra, on fera probablement, je parlerai d'une carte prédictive de Mania, et puis voilà, j'essaierai de prendre le temps quand même pour faire un bilan de la VVE, comme j'aime le faire chaque année. Voilà, merci à tous pour votre fidélité et votre écoute, portez-vous bien, bonne fin de dimanche, même s'il ne reste plus beaucoup de temps, et surtout une bonne semaine à venir, hein, regardez plein de catch, profitez-en, hein, on a une offre incroyable, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo. Ciao à tous.